Cela nous amène donc à Jean-Michel Trogneux. De toute évidence, il nous faut maintenant s'adresser à ce sujet, c'est donc le frère de Brigitte. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc joyeux anniversaire, Jean-Michel Trogneux. Il est vraiment important que nous nous intéressions davantage à lui, ce gars qui était tellement proche de sa sœur, donc deux personnes différentes. Sa sœur, donc Brigitte Trogneux, qu'elle a fait de lui le témoin à son mariage. Mais ensuite, on n'a plus du tout fait mention de lui. Quand Madame Brigitte Macron a accédé au pouvoir, terminé. Il semblait plutôt opportun et voulu que cette personne disparaisse tout d'un coup des radars. Dans toutes ces enquêtes sur sa famille, d'où elle venait, etc., il n'y a jamais eu mention de Jean-Michel Trogneux. Et nous allons vraiment faire lumière sur cette affaire, nous allons parler de lui. Il est impossible de mettre la main sur quelques documents que ce soit les concernant. En fait, Brigitte Trogneux, donc la femme qui prétend être actuellement au palais de l'Élysée, et qui serait donc Brigitte Macron, vous vous dites que ce serait plutôt facile de pouvoir obtenir des photos de son passé, notamment des photos d'école. Et pourtant, impossible. Xavier Poussard a suivi des procédures judiciaires pour pouvoir mettre la main sur un annuaire scolaire qui devrait être fourni. Par la loi, Brigitte est allée au Sacré-Cœur et ils sont censés vous donner l'annuaire scolaire pour que vous puissiez regarder la photo, les photos d'école, les photos de classe. Malgré ces procédures, l'école refuse catégoriquement de fournir les photos. Pourquoi une école refuserait-elle de vous donner une photo de la première dame? Pourquoi ne peut-on pas avoir de photos de la première dame dans les annuaires scolaires, dans les photos de classe? Pourquoi ne pouvons-nous pas l'avoir à l'école primaire, au collège, au lycée? Pourquoi toutes les preuves de l'existence de Brigitte Trogneux sont impossibles à avoir? Je veux dire, où est passé Jean-Michel Trogneux? Tu t'es marié avec une femme. Il n'y a pas de photo du mariage? Non, j'imagine que tu as juste décidé de tomber d'une falaise et d'arrêter d'être photographié. À l'exact même moment où Brigitte Macron, l'enseignante, la professeure, est soudainement née, et soudainement il n'y a plus aucune photo de toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une situation où il y a une école qui est, rappelons-le, légalement tenue de publier les photos qu'on lui demande? Je crois que la loi en France, c'est qu'après 50 ans, n'importe qui peut obtenir n'importe quelle photo de quelqu'un qui est à l'école. Pourquoi refuse-t-il de produire ces photos de celle qui est quand même censée être la première dame? D'elle à l'école primaire, au collège, à l'université? Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir ces photos? Pourquoi les gens doivent-ils passer au tribunal pour avoir ne serait-ce que demandé? Pourquoi sommes-nous trompés à ce point? Si c'est vraiment toi, Brigitte, si c'est vraiment toi et que tu n'as effectivement pas pris l'identité de ta sœur, si c'est toi, pourquoi ne réponds-tu pas simplement aux questions? Oublie la théorie du complot. Pourquoi refuser de répondre à des questions aussi élémentaires, aussi basiques, tout en continuant à essayer de pousser les gens à faire des procès pour diffamation en attendant que les gens fassent des petites erreurs de détails? Pourquoi tout simplement ne pas clarifier le sujet en nous disant si oui, effectivement, tu es la même personne que celle photographiée sur cette photo de mariage? Es-tu Brigitte Trogneux? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et oui les gars, devinez quoi? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jean-Michel Trogneux. On dit joyeux anniversaire Brigitte Macron, la première dame Brigitte Macron. Je suis tellement excitée de pouvoir vous amener, de pouvoir révéler à l'audience qui m'écoute qui est réellement Jean-Michel Trogneux. Il est plus que temps maintenant d'élucider cette partie de l'histoire. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série Devenir Brigitte. Donc il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on récapitule. J'étais tellement frustrée à la fin du dernier épisode. Plusieurs d'entre vous ont commenté dans les commentaires, mais Candace, il est vraiment temps que tu fasses un arbre généalogique, que tu fasses un graphique de la famille. En fait, on l'a déjà fait, c'est juste que j'étais tellement occupée que j'ai complètement oublié de vous le montrer. Moi, je vous prie de m'excuser pour cet oubli, mais vous savez, quand on fait ce genre de série, comme par exemple la série sur Kamala, maintenant qu'on fait cette série sur Brigitte, il y a tellement de prénoms que ça devient un petit peu déroutant et qu'effectivement, pouvoir ralentir un petit peu et de pouvoir visualiser exactement ce dont on parle, de qui on parle, faisons un petit peu marche arrière et prenons le temps maintenant, je vais vous montrer les gars, un petit peu une partie de l'arbre généalogique d'Emmanuel Macron. Donc là, ce sont ceux qui supposément, et je dis supposément parce que j'ai vraiment des tonnes de questions qui apparaissent à mesure qu'on avance dans toute cette histoire. Donc ce sont ses parents, nous avons Jean-Michel Macron, de toute évidence Françoise Noguès. Nous avons bien entendu celle dont on a largement parlé la semaine dernière, qui est connue sous le nom de Germaine Noguès, celle à laquelle celle dont il parle en tant que Manette.
C'est elle, n'est-ce pas, nous le savons, qui a partagé avec lui cet amour en commun pour les livres vraiment centrés pédophiles. À son petit-fils, elle est, comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, le seul membre de la famille qu'il inclut dans toutes les histoires de l'enfance qu'il raconte, notamment dans le cadre de son autobiographie, celle qui s'intitule Révolution. Donc voilà, je voulais vraiment rentrer dans les détails de cette autobiographie Révolution. Je voulais un petit peu qu'on survole sa charte voilà, de famille, donc c'est-à-dire son arbre généalogique, bien sûr. Nous avons également, vous le savez, parlé dans l'épisode de la semaine dernière de sa mère. Vous savez, Françoise Noguès, celle qui a été présentée au monde pour la première fois, le pédiatre qui a, d'une certaine façon, aidé la sécurité sociale, les services de la sécurité sociale. Puis il y a cette grosse bombe qui a explosé dans le dernier épisode où on vous a appris « Eh non, c'était une blague !» Quand on vous parle de travail pour la sécurité sociale, en fait, ce qu'on veut vraiment dire, c'est qu'en fait, elle a vraiment aidé les transgenres à effectuer leur transition et les gens intersexes à tenir de nouvelles identités. Vraiment une information majeure. Je veux dire, c'est complètement explosif. Il est important que vous vous souveniez de ça, que vous gardiez ça en tête au fur et à mesure que nous allons avancer. Cela signifie que la famille immédiate de Macron était vraiment impliquée dans l'accompagnement des gens qui avaient des problèmes de genre à devenir tout simplement quelqu'un d'autre. En d'autres termes, il facilitait la délivrance de véritables cartes d'identité gouvernementales reconnues au niveau du gouvernement français, qui permettaient légalement vraiment aux gens de se détacher de leur ancienne identité légale, ainsi évidemment que de leur sexe biologique. Et nous devons vraiment nous réveiller au fait que ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, quelles sont les implications? Faisons juste une pause ici et réalisons quelles sont les implications que, par exemple, donc je suis Candace Owens, ah non, finalement, j'ai l'impression, moi, d'être née en tant qu'homme. Donc je décide de changer mon prénom en, allez, disons Jean-Michel Trogneux. Et quelqu'un se pointe et commence à dire, non mais là, cette personne, c'est Candace Owens. Est-ce que moi, j'ai le droit de poursuivre cette personne pour diffamation? Pour avoir dit donc que j'étais Candace Owens, alors que moi, j'ai légalement changé mon prénom en Jean-Michel Trogneux? Ça devient réellement la base d'une poursuite en diffamation. Si vous êtes en mesure de vous débarrasser de votre identité, au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette série, je veux vraiment que vous gardiez cette réflexion en tête. Il est important de se souvenir que sa maman avait cette capacité au bureau de la sécurité sociale. Elle avait ce droit de faire de tels changements pour les gens. Et je devrais d'ailleurs également préciser que plus tard, dans le cadre d'une interview que sa mère a donnée, à une journaliste qui s'appelle Gaëlle Chakaloff. Cette journaliste écrivait donc une biographie à propos du couple Macron, biographie qui s'intitulait « Tant qu'on est que tous les deux », tant qu'on est tous les deux exactement. Et donc dans le cadre de cette investigation, elle a parlé avec sa mère, donc la mère d'Emmanuel Macron, et sa mère a dit quelque chose de vraiment très étrange. Elle a dit, je cite, c'est dans son livre, « Pour moi, Brigitte n'est pas une belle fille ». Excuse-moi, ça veut dire quoi ça? Brigitte est mariée avec ton fils, elle a été mariée avec ton fils depuis un moment déjà. C'est bien elle qui est tombée amoureuse de ton fils quand ton fils avait 14 ans. Et qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis pour moi c'est pas ma belle-fille, c'est pas une belle-fille? Quelle est l'implication derrière cela? Quoi d'autre pourrait-elle être pour toi? Quoi d'autre la première dame pourrait-elle être pour toi? Donc bon, on va laisser ce sujet de côté. Maintenant, nous allons juste jeter un œil à l'arbre généalogique de Brigitte Macron. Parce qu'il y a d'autres choses importantes à soulever. Donc, souvenez-vous, vous avez Brigitte, qui supposément a été mariée quand même pendant 32 ans à ce gars, André Louis Ozières. Et donc, ils ont supposément eu 3 enfants, Laurence Ozières, Sébastien Ozières et Tiphaine Ozières. Et il est très important de se souvenir ce dont nous avons discuté lors du précédent épisode. La première dame a quand même tendance à se tromper régulièrement dans ses interviews. Par exemple, elle se trompe de date sur la date du décès de sa sœur. C'est vraiment trompé de date sur la date de sa nièce présumée, la date du décès de sa nièce présumée. Et du coup, ça nous laisse penser que ça devient plus, ça ressemble plus en tout cas à une stratégie que quoi que ce soit d'autre. On commence à se dire que là, c'est pas juste qu'elle confond les dates, mais c'est que elle essaie de semer la confusion dans l'esprit de l'opinion publique. Et une indication supplémentaire à ce sujet, c'est sa fille Tiphaine, qui s'est carrément trompée non seulement sur la date du décès de son père, mais également sur la manière dont il a été enterré. Dans le magazine Paris Match, mais comment c'est possible, où il a dit qu'il avait été enterré alors qu'en fait son père a été inhumé dans le cadre d'une crémation. Souvenez-vous, on a déjà parlé de ça. Est-ce qu'on peut réafficher, s'il vous plaît, l'arbre généalogique, ce tableau, ce graphique de la famille qui fait ressortir voilà tous ces mystères étranges à propos de ce personnage de André
André Louis Osière. Et on ne peut que répéter à quel point toutes les histoires le concernant sont étranges, notamment de la part de son cousin, Jean-Louis Osière. Et c'est là que les gens ont commencé à se perdre la dernière fois. Donc il a ce cousin germain, ce premier cousin germain qui s'appelle donc Jean-Louis Osière. Vous savez, celui qui a poursuivi en justice le journaliste pour l'avoir mal identifié sur cette fameuse photo de mariage. Et ensuite ce cousin s'est un peu énervé parce qu'il a vraiment eu la sensation que le palais de l'Élysée s'était vraiment moqué de lui, puisque ce sont eux qui l'ont poussé à faire cette poursuite en diffamation en prétendant qu'ils allaient se joindre au procès. Mais aussi que Brigitte Macron également, est-ce que vous pouvez afficher la photo, que Brigitte Macron a refusé d'admettre simplement par écrit que c'était vraiment elle sur cette photo de mariage. Et donc elle s'est en quelque sorte rétractée en refusant de donner cette preuve. Donc il était vraiment pas content avec ça, le Jean-Louis Osière, là, il était pas content, il s'est senti vraiment manipulé et utilisé par le palais de l'Élysée. Et donc il commence à s'ouvrir à ce journaliste et il révèle vraiment des trucs hyper bizarres concernant les funérailles de son cousin. Sur la crémation, en l'occurrence de son cousin, principalement la chose la plus étrange était l'implication du palais de l'Élysée dans ses funérailles. Il voulait absolument s'assurer que ces funérailles pas exécutées un peu comme un voleur dans la nuit. Il ne voulait surtout pas que le public l'apprenne. Et malgré cette implication vraiment conséquente dans ses funérailles, malgré tout cela, Brigitte Macron ne s'est pas présentée à ce service d'inhumation. Celui avec lequel elle est quand même censée avoir été mariée pendant 32 ans. Le père présumé de ses 3 enfants. On veut s'assurer que cette cérémonie se passe FISA, mais on va certainement pas y aller. Ni moi, ni le président n'allons assister à cette cérémonie. Et juste après ça, on a Tiffen qui fait cette énorme boulette dans Paris Match, disant qu'elle a enterré son père le 24 décembre. Et ensuite, on apprend que le gars, non, en fait, il a été incinéré. En l'occurrence, le 28 décembre. Et ça, c'est la photo que vous avez utilisée parce que tout a été complètement détruit. Ça, cette histoire, c'est vraiment juste, c'est dingue, c'est fou. Donc oui, rappelez-vous que nous avons bien appris ces informations, non pas de la théorie du complot, et que nous les avons obtenues de la bouche du cousin Jean-Louis Osière, qui est donc le cousin d'André. Celui qui a poursuivi Natacha Chéré avec succès pour diffamation, parce qu'elle avait à tort présumé que c'était lui. Ce que nous savons en revanche, et nous avons confirmé ça dans le précédent épisode, c'est que cet homme, et nous pouvons à nouveau vous montrer la photo, cette fameuse photo nécrologique, parce qu'aucune autre photo du gars existe, de la photo du mariage jusqu'à cette photo-là, toute sa vie a été effacée, complètement détruite. Ce que nous pouvons vous confirmer, c'est que cet homme a effectivement existé. Bien entendu, ils ont menti sur l'endroit où il travaillait, la banque dans laquelle il travaillait, et plein d'autres petits mensonges qui ont envoyé les gens directement dans le trou parce que ils voulaient pousser les gens en fait à faire des erreurs. En revanche, ce que nous ne sommes pas en mesure de vous dire, c'est ce qui lui est réellement arrivé. Nous ne pouvons pas clairement déterminer ce qui lui est réellement arrivé en nous basant seulement sur les témoignages de son cousin Jean-Louis. Parce que cela dépend notamment du fait de savoir si vous allez croire ce que sa partenaire, vous savez cette femme qui a été présente aux funérailles, a dit, ce qu'elle a raconté. Vous savez, celle qui a dit qu'elle avait trouvé des tickets pour l'Afrique dans ses poches, qu'il avait également vidé tous ses comptes en banque, et si également, si également vous croyez la journaliste de Paris Match. Vous savez, ce journaliste qui a écrit que André Louis avait en fait passé les derniers jours de sa vie dans un hôpital psychiatrique gardé par personne d'autre que Alexandre Benalla. Ok, donc maintenant il nous faut vraiment parler de ce gars-là. Parce que il est important. Il est très important dans l'histoire. Parce que bon, il est apparu à plusieurs reprises, mais nous devons vraiment creuser plus en profondeur et déterminer pourquoi cette allégation en particulier est si importante. Parce qu'il est intéressant de noter que le fait qu'ils adorent poursuivre les gens, ils adorent vraiment poursuivre les gens, et pourtant ils n'ont jamais poursuivi ce journaliste qui a fait ces allégations concernant Alexandre Benalla, donc l'ancien chef de la sécurité, affirmant qu'il montait la garde devant la porte dans un hôpital psychiatrique. En l'occurrence, la porte de la chambre présumée donc d'André Louis. Donc ce que nous savons avec certitude, c'est qu'effectivement le palais de l'Élysée était en tout cas à minima impliqué dans ces funérailles. Et puis nous avons ce journaliste qui rajoute cette information, donc je pense que c'est important aussi d'explorer cette piste. Et donc de s'intéresser au cas Alexandre Benalla, parce que je ne crois pas qu'il s'agisse juste d'une petite mention comme ça au passage de la part d'un journaliste. Nous avions mentionné Alexandre Benalla dans l'épisode d'introduction, quand nous vous avions notamment parlé de ce genre je sais même pas comment le décrire à vrai dire, de cette espèce de syndicat de pédophiles
Vous savez, ces pédophiles accidentels autour desquels Emmanuel Macron continue de se retrouver par accident. Nous avons notamment mentionné Olivier Duhamel. Vous savez, c'est cet homme qui a été accusé par sa belle-fille d'avoir agressé sexuellement son frère jumeau quand il avait à peu près 13 ou 14 ans. Il a écrit ça notamment dans un livre. Et d'ailleurs, comme le délai de prescription était passé, n'a jamais été traduit en justice, mais en revanche, il a admis que la chose était vraie et qu'il avait effectivement abusé sexuellement de son fils. Et donc, il est connu pour avoir prêté main forte à Emmanuel Macron quand tout ce scandale, qui est connu en France sous le nom du scandale Benalla, est sorti, a éclaté. Et donc, pour l'instant, nous n'avons pas vraiment de raison qui expliquerait pourquoi ce journaliste a précisé qu'effectivement, Alexandre Benalla aurait été, monté la garde devant la porte de André-Louis Osière. Je vais vous remontrer une image de Alexandre Benalla pour que vous puissiez vraiment bien imprégner son image dans votre esprit. Vous réalisiez à quel point il est vraiment jeune pour ce genre de poste. Aujourd'hui, il a 33 ans. Donc, il a vraiment un CV professionnel assez remarquable. Quand Emmanuel Macron s'est présenté à la présidence, Alexandre Benalla n'avait que 25 ans. Et donc il a servi le candidat présidentiel en tant qu'agent de sécurité, puisqu'il était le chef de sa sécurité. Et donc quand effectivement Emmanuel Macron a été élu, il l'a donc officiellement nommé comme son chef de la sécurité. Imaginez, c'est une position énorme pour un jeune homme de 25 ans, 25-26 ans. C'est l'équivalent chez nous que si vous avez 25 ans et vous vous retrouvez propulsé avec un poste de cette importance au sein de la Maison Blanche. Et nous avons ensuite découvert que ces deux-là avaient vraiment une relation très proche. Tellement proche qu'Emmanuel Macron l'a même emmené dans un voyage de ski, des vacances au ski avec Brigitte. Il ne l'a pas emmené en tant que agent de sécurité, non, il l'a emmené comme, mon gars, tu fais partie de la famille, tu pars en vacances de famille, en vacances au ski en famille, avec nous. Et bien au-delà de ça, Emmanuel Macron a même permis à ce gamin de 25-26 ans, d'emménager au Palais National de la République Française, donc le Palais de l'Alma, où il vivait. C'est choquant, c'était sa résidence, c'était son adresse. Attendez, faut analyser qu'est-ce qui se passe ici. Imaginez, vous avez 26 ans, vous vivez dans le Palais National de la République Française, et donc moi ce que je me dis, c'est que vraiment il devait être exceptionnel dans son travail de chef de la sécurité. Il a dû vraiment rendre des sacrés services au président pour se retrouver propulsé à cet endroit, à ce poste. Et quand vous creusez un petit peu dans son passé, vous vous apercevez que donc Benalla, quand il avait 23 ans, a été accusé puis acquitté de violence contre une femme de telle manière qu'elle a dit qu'elle avait, à la suite de cette brutalité, avait été incapable de travailler. Mais comme je l'ai mentionné, il a été acquitté dans cette histoire et il est devenu donc le chef de la sécurité, donc de l'équipe de sécurité d'Emmanuel Macron. Ensuite, quand Emmanuel Macron est devenu président, il y a cet énorme scandale qui a éclaté, vous savez, le fameux scandale connu sous le nom du scandale Benalla, en 2018. Quand donc son chef de la sécurité a été attrapé sur caméra, sur film, sur vidéo, habillé comme un officier de police, à frapper des manifestants dans les rues de Paris. Je plaisante pas. Ça a été publié dans le magazine Le Monde, qui est un petit peu l'équivalent chez nous du New York Times. Ils avaient vraiment plusieurs images de lui et c'était sans aucun doute Benalla, qui se faisait passer pour un policier dans les rues de Paris et qui tabassait un jeune manifestant. Et ensuite, une deuxième vidéo a été publiée, et ça a été publié donc sur Twitter. On y voit Benalla qui attrape une manifestante, donc une femme, par le cou. Et en fait, je vais demander à mon producteur Skyler, est-ce que nous avons ces images? Ok, super. Donc, on va vous montrer quelques-unes de ces images. Donc, ces images, c'est juste pour que vous puissiez bien comprendre, les gars, ce que vous allez regarder là. Ce que vous regardez là, c'est le chef de la sécurité d'un président qui tabasse une manifestante. Il va arriver là dans l'image, dans un uniforme de policier. Donc, là, c'est lui. Ça, c'est juste un travail normal de n'importe quel chef de la sécurité d'un président. N'est-ce pas? C'est ce que tous les chefs de la sécurité des présidents du monde font. Et on découvrira d'ailleurs par la suite que, alors que les gens ont commencé à enquêter de plus en plus sur cette histoire, que d'autres officiers de police lui ont même fourni notamment 3 plans différents d'images, des images qui n'avaient pas encore été rendues publiques, pour qu'il puisse anticiper sa défense. Ce qui nous indique clairement que, ok, ils ont des liens,
avec également les policiers. Sinon, déjà pour commencer, il n'aurait pas pu trouver cet uniforme, l'uniforme qu'il porte, où il prétend être un policier. Ok, donc le président Macron, au moment où cette attaque s'est produite, était en Australie. Il semblait vraiment incroyablement réticent à laisser partir son chef de sécurité. Il refusait plutôt d'en parler de façon publique, il voulait pas trop s'exprimer sur le sujet. C'est pour ça qu'il a commencé à appeler voilà des amis en disant qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu dois faire, ton chef de la sécurité vient d'être surpris en train de frapper des manifestants dans la rue. Pourquoi t'es pas choqué? Que tu veux dire par comment ça, qu'est-ce que je fais? Et donc il semble qu'Emmanuel Macron ait été si préoccupé par cette histoire qu'il ait aidé Alexandre dans cette affaire. Alors pourquoi est-ce que je fais cette supposition? Encore une fois, c'est une supposition de ma part et non pas un fait. Ce qui est un fait, en revanche, c'est que quand Alexandre Benalla a été interviewé à propos de ce scandale, de cette affaire, qui était dans la pièce pour l'assister? Mimi Marchand. Vous savez, cette papesse de la presse des célébrités. Celle qui peut mettre tout ce qu'elle veut dans la presse et celle qui peut en retirer tout ce qu'elle veut. Elle qui amène la presse à dissimuler des accusations de pédophilie pour ses amis. Donc ça a fini que le scandale ayant complètement englouti le palais de l'Élysée, ils ont dû finir par virer Benalla. Sur le papier, en tout cas. Je vais être très clair là-dessus. Sur le papier, il a été viré. Ou plutôt, disons, remercié. Parce qu'un peu plus tard, quelques mois plus tard, on a découvert qu'il y avait un autre scandale qui avait éclaté et il s'est avéré qu'il ne lui avait même pas enlevé son passeport diplomatique. Malgré le fait qu'il ait été censé avoir été viré, il se trouve qu'il a utilisé son passeport diplomatique quelques mois plus tard pour voyager, pour aller rencontrer des dirigeants africains et notamment le président du Tchad, j'ai nommé Idriss Déby. Donc s'il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo depuis l'Afrique, vous regardez la photo de ce gars et vous dites « Mais attends, il est pas mort il y a quelques années, lui ?» Vous savez, ce genre de décès vraiment stéréotypé sous la forme d'un scénario vraiment occidental, où soudainement vous avez ce groupe de rebelles qui se lève et que voilà, les rebelles sont tellement mécontents que hop, d'un coup ils tuent le président. Ouais, c'est exactement ce qui est arrivé à ce gars au Tchad. Ouais. Mais bon, encore une fois, je suis sûre que vraiment la vraie raison, c'est que les gens étaient vraiment mécontents dans les rues, que l'Occident n'a absolument rien à voir dans toute cette histoire. Néanmoins, c'est un fait que de dire que Alexandre Benalla a vraiment rencontré ce gars en voyageant avec ses passeports diplomatiques après avoir été viré. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie, si je puis dire, du scandale. Il est ensuite apparu que pendant qu'il travaillait pour Macron, vous savez, Alexandre Benalla, ce petit roi de 26 ans qui vivait dans un palais, avait en fait contracté des liens financiers avec deux oligarques russes qui étaient censés être des membres de la mafia russe. Oups, encore une fois, oups, j'imagine que tout le monde autour de moi est accusé, soit d'être un criminel, soit d'être un pédophile. Alors que, non, moi je suis sûre qu'Emmanuel Macron est toujours innocent dans ces histoires. Et puis Brigitte, non, ça fait que de leur arriver sans arrêt, quoi. Alors qu'ils s'efforcent vraiment de travailler avec des bonnes personnes. Ils essaient vraiment, sincèrement, de s'entourer de bonnes personnes, je vous le jure. Et c'est les gens qui sont autour d'eux, là, eux, ils sont pour rien dans tout ça. Franchement, je pense qu'il faut qu'on jette un œil à cet extraordinaire, ce que j'appelle le syndicat, qui émerge autour d'eux. Parce que voilà, on commence à avoir parlé un peu de tout le monde. Donc vous avez en haut à gauche Mimi Marchand, cette papesse des médias français. Nous savons que vraiment elle a été elle a baigné dans des histoires sales. Elle a été expulsée elle a été virée pour extorsion. Elle a eu toutes sortes d'accusations. Vous pouvez les nommer toutes. Elle les a toutes eues. Une femme qui, nous l'avons compris maintenant, avait la capacité, la seule personne par laquelle les gens devaient passer pour obtenir des photos du passé de la première dame. C'est elle qui possède Best Image, d'accord? Et donc vous êtes en train de me dire que c'est la seule personne qui est dans la mesure de produire des images du passé de Brigitte Macron. Vous savez, des images de avant qu'elle devienne professeure. C'est quand même un peu limite, hein. En dessous d'elle, vous avez bien entendu Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches du monde parce que c'est lui qui contrôle LVMH. Nous avons notamment déjà mentionné son beau-fils Xavier Niel, qui a donc été l'intermédiaire, si je puis dire, entre Mimi Marchand et le couple présidentiel. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que LVMH possède Paris Match. Vous savez, Paris Match, là où elle diffuse toutes ces images vraiment retouchées, parfaites, de Brigitte, de façon à ce que tout le monde puisse penser que, ah là là, elle fait tellement jeune. Elle est irrésistiblement sexy, la première dame. Donc c'est elle qui s'occupe de ça, hein, ok? Ensuite, nous allons passer
Au coin en haut à droite, donc Nicolas Ghesquière, c'est celui qui habille la première dame, également sous l'égide de l'empire LVMH. Vous savez, c'est celui qui met des personnes transgenres partout où il peut. Partout où il peut, il en met. Franchement, vous devriez juste googliser Nicolas Ghesquière pendant votre temps libre, que nous n'avons même pas effleuré la surface en termes du dévouement à la cause du transgenrisme. Il amène des modèles trans sur les podiums, et il est juste trans. Mais encore une fois, je suis sûre que Brigitte Macron est exactement celle qu'elle dit être. Et donc, j'imagine que voilà, il veut habiller Brigitte Macron pour la raison qu'il invoque qu'il veut habiller Brigitte Macron, qu'il n'y a pas d'autre raison que ça derrière. Puis il y a ensuite, comme nous l'avons déjà mentionné, Françoise Noguès, la maman d'Emmanuel Macron. Vous savez, celle qui s'occupe de donner de nouvelles identités à ceux justement qui souffrent de crise d'identité, si on peut dire. Et d'ailleurs, c'est légal, c'est complètement légal, ça maintenant. Et puis en bas, nous avons celui dont on vient de parler, Alexandre Benalla. Donc essayez juste d'assembler toutes les pièces du puzzle. Falsification, extorsion, et de façon très importante, accès à une femme qui peut facilement faciliter le changement d'identité. Donc ça n'est pas suffisant qu'une personne qui mène enquête sur ce sujet se contente de poser la question « Est-ce que c'est bien Brigitte Trogneux sur cette photo ?» Vous remarquerez que ce n'est pas la question que nous avons posée. Comme mon équipe juridique s'est impliquée dans l'affaire. Non, nous n'avons pas dit « Est-ce que c'est Brigitte Trogneux sur la photo ?» Nous avons plutôt dû demander quelque chose de beaucoup plus spécifique. Est-ce que l'actuelle première dame de France, Brigitte Macron, est la même personne photographiée sur cette photo de mariage? Et c'est là que le couple devient vraiment silencieux. Ils ne veulent vraiment pas répondre à ces questions. Donc vous commencez à comprendre où je veux en venir là? Parce que on peut effectivement confirmer qu'il s'agit bien là d'une photo d'une femme qui s'appelle Brigitte Trogneux. En revanche, où se trouve aujourd'hui cette Brigitte en particulier, ça, on ne peut pas le dire. Parce que la première dame refuse de répondre à cette question. Tout en gardant à l'esprit qu'elle a quand même une belle-mère qui s'occupe d'aider les personnes transgenres à avoir une nouvelle identité. Donc vous devez vraiment réaliser que vous pouvez juste simplement prendre le nom de quelqu'un. Vous pouvez juste comme ça devenir quelqu'un d'autre. À n'importe quel moment maintenant, légalement, quand vous devenez transgenre, vous pouvez faire ça. Cela nous amène donc à Jean-Michel Trogneux. De toute évidence, il nous faut maintenant s'adresser à ce sujet, c'est donc le frère de Brigitte. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc joyeux anniversaire, Jean-Michel Trogneux. Il est vraiment important que nous nous intéressions davantage à lui, ce gars qui était tellement proche de sa sœur, donc deux personnes différentes. Sa sœur, donc Brigitte Trogneux, qu'elle a fait de lui le témoin à son mariage. Mais ensuite, on n'a plus du tout fait mention de lui. Quand Madame Brigitte Macron a accédé au pouvoir, terminé. Il semblait plutôt opportun et voulu que cette personne disparaisse tout d'un coup des radars. Dans toutes ces enquêtes sur sa famille, d'où elle venait, etc., il n'y a jamais eu mention de Jean-Michel Trogneux. Et nous allons vraiment faire lumière sur cette affaire. Nous allons parler de lui. Ok, écoutez, parlons de Jean-Michel Trogneux. Ça fait vraiment la tendance en France, c'est complètement en train d'exploser. Tout le monde est en train de comprendre qu'il y a vraiment quelque chose derrière cette affaire, quelque chose que le monde anglophone n'avait jusqu'alors pas du tout compris. Et il y a beaucoup de questions qui se posent, même dans le monde francophone, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Ils ne comprennent pas, par exemple, pourquoi Xavier Poussard n'a pas été poursuivi pour diffamation, alors que Natacha Ray a été poursuivie. Quelle est la différence entre les deux? Xavier Poussard a toujours été très clair avec moi que sa percée majeure est intervenue et survenue grâce au travail de Natacha Ray. Il précise bien que c'est elle qui est venue le voir avec ces éléments et qui lui a dit « Écoute, voilà, là c'est Jean-Michel Trogneux, il avait des éléments là-dessus et donc où est-ce que elle a fait une erreur et que lui n'a pas fait d'erreur ?» C'est là que ça devient intéressant et c'est pour ça que c'est autant important pour moi de ralentir un peu, d'être vraiment spécifique sur le sujet et de vous dire qu'on parle de deux personnes différentes. Jean-Michel Trogneux et sa sœur Brigitte Trogneux. Ce que vous devez savoir sur Jean-Michel Trogneux, c'est donc qu'il est né le 11 février 1945 et concernant son existence, il ne peut y avoir aucun doute. En fait, ça nous donne plutôt un contraste frappant avec quand on essaie de se pencher sur le passé de Brigitte Trogneux. Contrairement à sa sœur Brigitte Trogneux, qui, comme son défunt mari Jean-André Louis, semble avoir un passé qui a complètement été effacé, dont toutes les traces ont disparu. Il est impossible de mettre la main sur quelques documents que ce soit les concernant. En fait, Brigitte Trogneux, donc la femme qui prétend être actuellement au palais de l'Élysée et qui serait donc Brigitte Macron, vous vous dites que ce serait plutôt facile de pouvoir obtenir des photos de son passé, notamment des photos d'école. Et pourtant, impossible. Xavier Poussard a suivi des procédures judiciaires
pour pouvoir mettre la main sur un annuaire scolaire qui devrait être fourni. Par la loi, Brigitte est allée au Sacré-Cœur et ils sont censés vous donner l'annuaire scolaire pour que vous puissiez regarder la photo, les photos d'école, les photos de classe. Malgré ces procédures, l'école refuse catégoriquement de fournir les photos. Pourquoi une école refuserait-elle de vous donner une photo de la première dame? Pourquoi ne peut-on pas avoir de photos de la première dame dans les annuaires scolaires, dans les photos de classe? Pourquoi ne pouvons-nous pas la voir à l'école primaire, au collège, au lycée? Pourquoi toutes les preuves de l'existence de Brigitte Trogneux sont impossibles à avoir? Et c'était aussi difficile, mais pas impossible, d'avoir des preuves de l'existence de Jean-Michel Trogneux, de son passé. Et nous avons même pu reconstituer une chronologie très claire de son existence jusqu'à ce que, comme par magie, il tombe du haut d'une falaise. Ok, donc nous allons vous guider à travers cette chronologie des événements. Donc je vous ai dit, Jean-Michel est né en 1945. Nous savons ensuite qu'il commence à fréquenter une académie jésuite. Nous avons d'ailleurs plusieurs photos de lui dans cette académie. Je vais vous en montrer une. Ouais, juste là. Donc si vous regardez en bas à droite, vous verrez que là, sur l'image, c'est bien Jean-Michel Trogneux. Et je vais garder quelques photos que nous avons pour notre prochain épisode où nous serons avec Xavier Poussard. Nous allons avoir notre interview avec Xavier et nous allons vous dévoiler ce sur quoi il a travaillé. Et c'est vraiment c'est de la bombe. Et du coup, je veux pas gâcher l'effet de surprise pour lui en vous montrant toutes les photos maintenant. Donc, revenons à notre chronologie des événements. Donc en 1953, sa petite sœur Brigitte Trogneux naît. Nous savons que par la suite, comme je l'ai déjà dit, il a continué à fréquenter cette académie jésuite. Puis nous avons cette célèbre photo de famille de 1954, celle qui a été communiquée à la réalisatrice du documentaire. Vous savez, celle qui se questionnait, qui se demandait pourquoi est-ce qu'elle était aussi contrôlée, aussi épiée par le palais de l'Élysée, et qu'elle avait ce sentiment qu'elle était vraiment interrogée, mais de façon à outrance. Donc c'est elle qui a réussi à mettre la main sur cette photo de famille. De 1955 à 1956, il est de retour à l'école. Donc là encore, nous avons des photos que nous vous montrerons dans le cadre de l'interview avec Xavier qui sera publiée prochainement. En 1960, la sœur de Brigitte et de Jean-Michel Trogneux, Marie-Yvonne Trogneux, décède dans un accident de voiture avec son mari Paul Farcy le 24 février. Leur fille Nathalie, qui avait 5 mois à l'époque, survit à l'accident et poursuit sa vie, se marie à Richard Bale et ils ont ensemble 2 filles. En 1963, c'est là que le public se voit donner la photo qui serait donc celle de Brigitte Trogneux lors de sa communion. Ce que nous savons, c'est que cette photo ne ressemble pas du tout à l'actuelle première dame. Et jusqu'à ce jour, la première dame a pour l'instant refusé de répondre à ma question sur le sujet, qui est de savoir non pas si c'est Brigitte Trogneux sur la photo, mais de savoir si c'est elle sur la photo. Ce qui fait une énorme différence. En 1963, Jean-Michel Trogneux vit à Alger. Alger, c'est donc en Algérie. En février 1963, donc à cette époque, il avait 18 ans. C'est plutôt une chose très inhabituelle, comme Xavier l'a mentionné, parce que c'était juste après la très sanglante guerre d'indépendance de l'Algérie. La guerre où, vous savez, l'Algérie a obtenu son indépendance de la France. Et Xavier me dit qu'à cette époque, il n'y avait aucun homme français qui se rendait à Alger à moins d'être des communistes. Nous savons toutefois qu'il y était effectivement, puisqu'il y a des données qui permettent de le vérifier. Et nous devenons maintenant plutôt assoiffés de pouvoir découvrir une photo de lui à cette époque-là. Et je ne parle pas des photos de lui étant enfant, qui semblent être les seules photos que Brigitte Macron est prête à diffuser. Vous savez, parmi ces 2 ou 3 minables photos qu'elle est prête à publier. Et on se retrouve ensuite soudainement propulsé à l'époque où Brigitte Macron devient professeure. Donc il nous manque vraiment toutes les années importantes de sa vie entre ces deux épisodes. Ce qui nous permettrait de pouvoir suivre l'évolution de la transformation du visage au fil des années, au fil du temps. Cette photo suivante, que je ne vais pas vous montrer pour l'instant parce qu'elle est vraiment explosive et qu'il a fallu à Xavier Poussard des années pour obtenir. Il s'agit d'une photo de Jean-Michel Trogneux à l'époque où il était à l'école ISTP, qui est donc une école d'ingénierie française. Et ça, c'est la dernière photo vérifiée que nous avons dans nos archives et qui montre Jean-Michel Trogneux à l'âge de 18 ans. Vous prenez n'importe qui, vous prenez une photo de lui ou d'elle à 18 ans, et il est très difficile d'obtenir des photos qui ressemblent de loin, de très loin, qui soient très différentes. Donc en revenant à cette chronologie, nous savons que la vraie Brigitte Trogneux épouse donc André-Louis Osière, devenant Brigitte Osière. Nous avons une publication de mariage, nous avons une photo de mariage.
Et c'est en particulier cette photo sur laquelle Natasha Ray a fait une malencontreuse erreur, et une erreur par ailleurs totalement compréhensible. Et comme je vous l'ai dit, ensuite, pour je ne sais quelle raison, photographiquement parlant, Jean-Michel Trogneux disparaît complètement. Il disparaît complètement. Et puis il y a cette chose incroyable qui se produit. En 1977, quand les gens ont commencé à avoir des soupçons à propos de la première dame et à commencer à faire des suppositions, il y a quelque chose qui fait pas trop de sens. Ils ont réussi à déterrer une interview, d'accord, qui date de 1977. Et donc il s'agit d'un homme qui dit qu'il a effectué une transition et qu'il vit désormais en tant que femme nommée Véronique. Donc pour ceux qui m'écoutent et qui parlent uniquement anglais, ça va être un petit peu déroutant pour vous, donc je vais vous décrire en détail la raison pour laquelle c'était si explosif. Chaque personne qui parle, vous pouvez toujours transitionner votre nom, vous pouvez essayer de parler sur un ton différent, mais vous avez ce qu'on appelle comme des tics de langage. Des choses que vous dites et vous en apercevez même pas, des mots qui sortent, ce sont comme des tics et vous avez même pas, vous êtes même pas conscient de ce que vous dites. Et pour la première dame Macron, ce tic, pour illustrer les choses, c'est qu'elle dit souvent c'est-à-dire. Il y a des gens quand ils parlent, ils disent genre. Tu sais, j'allais genre dans un magasin et genre, elle, son tic de langage, c'est c'est-à-dire. Donc nous avons cet individu qui apparaît, qui ne montre pas son visage, qui est ombragé, ombré, qui est masqué dans le cadre de cette émission en 1977. Cet individu qui dit que son nom est donc Véronique. Cette personne qui dit qu'elle a donc effectué une transition de genre, et cette personne a exactement la même voix que l'actuelle première dame de France. Et ce même tic de langage. Et bien entendu, au moment où elle a fait l'interview, elle ne se serait jamais imaginé que le public allait finir par déterrer cette interview. Cette vieille interview d'un transgenre qui fait une interview sur ce talk show français et qui ponctue ses phrases par « c'est-à-dire ». Donc je vais vous diffuser une partie de cette interview, donc bien entendu pour ceux qui parlent anglais ça va pas beaucoup vous aider, et ensuite pour ceux qui parlent anglais j'en lirai la transcription parce que il y a d'autres coïncidences très importantes qui se sont produites, donc écoutons. Donc là il y a quelqu'un dans le chat qui a dit c'est clair que c'est sa voix, mais il y a aussi quelqu'un qui a dit qu'on pourrait en fait se référer à cela comme une empreinte vocale, et c'est une façon absolument parfaite de dire la chose. C'est vraiment ça, c'est une empreinte vocale. Parce qu'il y a des choses dont vous ne pouvez tout simplement pas vous débarrasser. Et même lorsque vous transformez votre identité, vous avez toujours votre identité, vous avez toujours une identité. Vous avez toujours des centres d'intérêt qui ne vont pas, comme par magie, disparaître. Si vous changez de nom, ça va pas, tout ça va pas juste disparaître, et c'est ce que je vais vous dire de ce qu'elle dit dans ce script. Si je suis Candace Owens, même si je change mon nom en Jean-Michel Trogneux, ça va pas radicalement transformer mes centres d'intérêt, ça va pas tout d'un coup changer mes goûts. Moi j'aime la nourriture italienne par exemple, donc je vais pas soudainement ne plus aimer la nourriture italienne. Tout ça parce que je serais devenu Jean-Michel Trogneux. Je ne vais pas soudainement me désintéresser de l'affaire Blake Lively et Ryan Reynolds. Tout ça parce que légalement j'ai changé mon prénom. Et donc cette interview a carrément été explosive quand elle a été diffusée, quand elle a été publiée à cause des choses que Véronique a dites. Donc je vais vous ressortir la transcription en anglais et vous lire ce que cela traduit. Donc l'intervieweur dit moi je ne peux que garantir l'authenticité du témoignage de Véronique. Véronique, j'aimerais savoir, quand vous avez eu cette opération, celle que vous avez eue, est-ce que c'était un moment difficile pour vous? Est-ce que c'était juste l'aboutissement de quelque chose qui s'était déjà produit avant? Et donc Véronique répond, moi je ne pense pas qu'il y ait transformation parce que le psychisme est déjà féminin. Et l'individu, dans mon cas, moi, est déjà préparé à ce genre de mutation. Et c'est juste une nécessité de le faire dans le sens où on se sent déjà femme et donc on ne fait que régulariser la situation. Il n'y a pas de transfert de genre, c'est juste une normalisation de la chose. Et l'intervieweur poursuit en disant donc vous êtes complètement femme. Il y a combien de temps que vous avez eu l'opération? Et là, curieusement, elle ne répond pas à cette partie de la question. Mais elle poursuit l'interview et donne la réponse suivante. J'aime pas trop les mots complètement femme. En d'autres mots, nous devenons une sorte de femme qui peut copuler mais qui ne peut pas procréer, déclenchant de ce fait les problèmes légaux, les problèmes juridiques dont nous parlerons plus tard. En d'autres termes, l'intégration se passe plutôt doucement au niveau individuel. Le problème existe plutôt au niveau social.
Donc, à demi-mot, elle commence un petit peu à parler de ce problème que nous savons et que la mère d'Emmanuel Macron dans lesquels elle va commencer à s'impliquer, ou qui dit en fait, ok, il y a tous ces problèmes juridiques qui font que oui, on sait que nous sommes des femmes et il y a tous ces obstacles, ces barrières juridiques, et c'est la raison pour laquelle je suis là à la télé pour raconter mon histoire, parce que nous devons changer ça. Et l'intervieweur poursuit en disant, vous avez un travail que nous n'avons pas révélé ici, mais disons juste que c'est un travail qui a rapport avec le public. C'est vrai, je suis artisan. J'ai des contacts réguliers avec le public, je suis en contact rapproché avec les clients. Je n'ai plus aucun problème maintenant, comme ce fut le cas auparavant, parce que j'ai un genre un petit peu androgyne, ce qui veut dire que j'ai une apparence un petit peu ambiguë. Et ils avaient tendance à me prendre pour ce que je n'étais pas, c'est-à-dire un homosexuel, ce qui n'était pas le cas, que ce soit dans mon comportement ou la façon dont je pensais. Malheureusement, cette image résultait en une non-intégration. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai normalisé une situation pour mon intégration. Et donc, j'ai vécu ma vie de façon très légale et honorable. D'un point de vue de mon statut civil, il est possible de changer son premier prénom. C'est très important parce que cela permet une intégration, ou en tout cas une pseudo-intégration dans la société, dans le sens où il y a toujours des problèmes, mais ils peuvent être administrativement résolus, c'est-à-dire par accord mutuel. Toutefois, légalement, il n'y a pas de solution, contrairement à la législation en vigueur dans les pays étrangers, à l'exception de la Belgique, puisqu'elle prend modèle sur la nôtre. L'intervieweur poursuit en disant, sentez-vous que vous êtes maintenant complètement vous-même? N'avez-vous aucun problème à vous identifier vous-même depuis la date de l'opération? Véronique répond, pour dire la vérité, je n'ai eu des problèmes d'identification que par rapport aux autres, mais pas avec moi-même. Je me voyais comme j'étais, une femme avec un corps qui ne lui appartenait pas. Cela est très difficile à concevoir pour quelqu'un qui est confortable, qui est à l'aise dans sa peau. Et j'utilise le terme à l'aise, être à l'aise dans sa peau, parce que c'est l'image typique. Je n'avais pas de problème avec moi-même, mais les gens ont créé des problèmes. Donc moi, je n'ai pas de problème. Pour dire la vérité, cette opération, c'est-à-dire la suppression des organes, qui sont dans notre cas inutiles, parce qu'ils sont à la fois inutilisables et à la fois inutilisés. L'intervieweur pose la question suivante, est-ce que vous vivez seul? Et Véronique dit, je ne suis avec personne, mais j'ai vécu avec une femme. Et je concevait un petit peu cette union dans le style de George Sand et Chopin. Chopin était probablement un transsexuel. Son style de mélodie, la façon dont il jouait, ça rend les choses plutôt évidentes. Je crois en revanche que l'image qui a été donnée de l'union Rimbaud-Verlaine est une image transformée, caricaturée, qui ne correspond pas du tout à la réalité. C'est très important tout ça. Si vous parlez français, vous comprendrez qu'elle a donc ce type de langage où elle dit toujours c'est-à-dire, mais elle a aussi mentionné le compositeur de musique Frédéric Chopin, et elle a également mentionné les poètes gays que sont Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Ok, donc on sait que ces poètes ont eu une liaison homosexuelle, une relation très violente en l'occurrence, mais bon, on sait qu'elle apparaît comme quelqu'un qui est, enfin en tout cas on voit dans cette interview qu'elle apparaît comme quelqu'un d'extrêmement instruit. C'est pas quelqu'un n'importe qui en fait, on voit que c'est quelqu'un qui connaît bien ses classiques et qui fait cette apparition dans l'émission pour essayer de repousser les lignes, les frontières, les limites de la législation sur le sujet, pour pouvoir rendre plus facile le changement d'identité des gens qui sont transgenres. Il est évident que c'est l'objectif de cette apparition télévisée. Et donc, l'objectif d'utiliser quelqu'un qui a cette capacité, cette facilité à communiquer et à parler des arts, c'est tout simplement que peut-être à travers cela, eh bien, le public va devenir plus sympathisant, on va dire, avec la cause. Elle dit, moi j'ai toujours été une femme. Ce qui est drôle, parce que pendant que je lis ça, ce qui résonne dans ma tête, vous savez, c'est cette phrase que Emmanuel et Brigitte m'ont écrite dans cette première lettre qu'ils m'ont envoyée, où ils ont dit, elle ne vous doit aucune preuve quant au fait qu'elle ait été et sera toujours une femme. Et c'est bizarre d'écrire ça quand même. Ça revient à dire, puisque je le crois, ça veut dire que c'est la vérité. Et bien sûr que vous me devez des preuves. Si vous me dites que vous allez me faire un procès ici au Tennessee, dans une cour de tribunal, vous devrez absolument me fournir des preuves si vous dites que moi, ce que j'ai dit, c'est de la diffamation. Mais bon, bref, pour revenir à la mention donc de ces classiques, en ce qui concerne Chopin, le couple présidentiel, quand ils ont créé cette légende de ce qu'ils sont dans le public, ont prétendu qu'ils avaient déplacé un piano dans le palais de l'Élysée, parce que, souvenez-vous, Emmanuel Macron, ce petit virtuose, ce mini Mozart,
aimait particulièrement jouer du Chopin pour Brigitte, et pour Brigitte uniquement. Donc c'est quelque chose comme une référence en fait entre eux. Maintenant, en ce qui concerne les poètes homosexuels qu'elle a mentionnés, donc Paul Verlaine et Rimbaud, Emmanuel Macron, alors qu'il était président, a envisagé de les faire entrer tous les deux au Panthéon. Vous savez, le Panthéon, c'est là où ils enterrent tous ces héros français. Et cela a déclenché un débat énorme sur le sujet. Ça soulevait plein de sujets, parce que l'un des deux a tiré sur l'autre. Il a notamment dû purger une peine de prison. Est-ce que ce serait une bonne chose de les déplacer et de les honorer en les reconnaissant comme deux grands poètes homosexuels, en leur donnant accès à une sépulture dans ces structures importantes? Mais ce qui s'est passé, c'est que la famille de Rimbaud a fermement rejeté cet honneur parce qu'il ne voulait pas que son héritage soit simplement réduit au fait d'être une icône gay. Donc tout cela est vraiment fascinant, n'est-ce pas? Donc vous avez cette personne, Véronique, donc elle parle et elle mentionne voilà toutes ces personnes qui, nous savons, ont une importance significative entre Emmanuel Macron et Brigitte. Et après que quelqu'un ait utilisé une analyse de l'intelligence artificielle, une analyse vocale, ils ont confirmé que c'était à 100% sûr que c'était la même personne. Et vous savez, bon, moi, j'y connais pas grand-chose à ces logiciels, mais si quelqu'un déclare sur la base de ce logiciel qu'une personne a exactement la même voix et que la seule différence, c'est finalement que la voix a vieilli, que voilà, c'est exactement la même voix, les mêmes types de langage, c'est vraiment une coïncidence extraordinaire. Quand ça s'est produit, c'était une histoire vraiment majeure. Une histoire majeure quand cela a été révélé. Et puis bien sûr, il y a d'autres choses intéressantes dont il faut se souvenir. Souvenez-vous, si on se reprojette un petit peu dans cette chronologie des événements, il y a Véronique qui apparaît, on ne sait pas quel est le nom de famille de cette personne, on ne sait pas ce qu'elle fait dans la vie. On sait juste qu'elle s'appelle Véronique, ils n'utilisent pas de nom de famille, nous ne savons rien d'autre à son sujet. N'oubliez pas que cette personne a également dit qu'elle n'était pas dans une relation actuellement, mais qu'il avait vécu avec une femme. Ok, donc Véronique dit « j'ai vécu avec une femme ». Et donc quand on revient sur notre chronologie des événements de Jean-Michel Trogneux, on découvre que Jean-Michel Trogneux, suite à cette interview, épouse une femme dont le nom est, ironiquement, Véronique. Alors serait-il possible d'envisager que Jean-Michel ait pris le prénom peut-être d'une amie chère, d'une prénommée Véronique, avec qui il vivait, avec qui il se serait ensuite marié? Eh ben, on peut pas vous le dire parce qu'il n'y a aucune photo de ce mariage, il n'y a rien. Sur le papier, Jean-Michel Trogneux se marie à une femme qui s'appelle Véronique. Et ensuite, ils ont un enfant, en 1982, un enfant qui se nomme Jean-Jacques. Vous savez, ce fameux Jean-Jacques qui ressemble exactement, ou en tout cas énormément, pardon, j'ai mal traduit, qui ressemble énormément à Emmanuel Macron. Et peu de temps après, en 1987, Jean-Michel divorce de Véronique Dreux. Donc, mesdames et messieurs, que se passe-t-il? Non, sérieusement, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-il possible que nous ayons tous ces acteurs dans cette histoire qui soient incapables de produire des images de leur passé, de choses quand même très significatives qui se sont passées dans leur vie? Je veux dire, où est passé Jean-Michel Trogneux? Tu t'es marié avec une femme. Il n'y a pas de photo du mariage? Non, j'imagine que tu as juste décidé de tomber d'une falaise et d'arrêter d'être photographié. À l'exact même moment où Brigitte Macron, l'enseignante, la professeure, est soudainement née et soudainement il n'y a plus aucune photo de toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une situation où il y a une école qui est, rappelons-le, légalement tenue de publier les photos qu'on lui demande? Je crois que la loi en France, c'est qu'après 50 ans, n'importe qui peut obtenir n'importe quelle photo de quelqu'un qui est à l'école. Pourquoi refuse-t-il de produire ces photos de celle qui est quand même censée être la première dame? D'elle à l'école primaire, au collège, à l'université? Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir ces photos? Pourquoi les gens doivent-ils passer au tribunal pour avoir ne serait-ce que demandé? Pourquoi sommes-nous trompés à ce point? Si c'est vraiment toi, Brigitte, si c'est vraiment toi et que tu n'as effectivement pas pris l'identité de ta sœur, si c'est toi, pourquoi ne réponds-tu pas simplement aux questions? Oublie la théorie du complot. Pourquoi refuser de répondre à des questions aussi élémentaires, aussi basiques, tout en continuant à essayer de pousser les gens à faire des procès pour diffamation en attendant que les gens fassent des petites erreurs de détails? Pourquoi tout simplement ne pas clarifier le sujet en nous disant si oui, effectivement, tu es la même personne que celle photographiée sur cette photo de mariage? Es-tu Brigitte Trogneux? À quel point une question peut-elle être plus basique que celle-ci? As-tu, toi, Brigitte Macron, donné naissance à 3 enfants?
Ne laissez pas les médias vous manipuler en vous laissant penser que de poser une telle question, c'est vraiment une invasion inacceptable de la vie privée. C'est complètement fou, on va au-delà de la folie même. Quand on parle de questions aussi basiques qui auraient tout simplement pu mettre un terme en 2 secondes à toute cette histoire. Mais voilà que ça fait 8 ans que ce truc traîne, et au lieu de répondre, eux, ils préfèrent plutôt essayer de légalement tromper les gens, de les effrayer, de les intimider, potentiellement même allant jusqu'à leur envoyer des voyous à leur domicile. Et quand on regarde toute cette nébuleuse là, quand on regarde tout ce qui se passe autour de vous, du couple présidentiel, quand on regarde tous ces seconds rôles là qui les entourent, est-ce que vous êtes complètement à l'aise avec ce qui est en train de se passer, avec cette histoire-là? Est-ce que ça vous paraît normal d'avoir quelqu'un autour de vous qui, tous les jours, son job, c'est de falsifier des documents, supposément Mimi Marshall, en l'occurrence? Quelqu'un qui, d'ailleurs, est toujours en procès en ce moment. Quelqu'un qui a très largement été impliqué dans des histoires d'extorsion. Quelqu'un qui est actuellement en procès pour extorsion. Est-ce que c'est normal de continuer à avoir autour de soi tout ce genre de gens qui sont comme des membres de gangs, des gens qui sont spécialisés dans l'édition des images, qui peuvent, voilà, fabriquer des contrôles des images, qui peuvent les mettre en scène? Est-ce que nous, en tant que public, on est censé juste accepter ça et se taire? Se dire que finalement, non, c'est complètement normal, que comme par hasard, ils continuent d'atterrir dans toutes ces histoires de pédophilie? Ou allons-nous enfin reconnaître que quelque chose de très sinistre se passe? Emmanuel Macron et Brigitte Macron ne se présentent pas comme ce qu'ils prétendent être, comme ce qu'ils disent être. Je crois qu'ils ont vraiment été préparés pour ce poste. Je crois surtout qu'Emmanuel Macron a été, sans aucun doute possible, été préparé par Brigitte Macron. Pour moi, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais la question qui demeure, c'est, mais bon sang, qui est donc Brigitte Macron? Et la réponse évidente pour moi, et après que vous allez voir ces photos, et vous allez en voir une en particulier, de l'époque où Jean-Michel Trogneux avait 18 ans, vous allez complètement tomber à la renverse, comme moi je suis tombée. Cette histoire, c'est complètement fou, c'est complètement fou. Et heureusement pour Xavier Poussard, la seule chose qui l'a aidé à ne pas faire d'erreur, c'est qu'il utilisait un programme d'intelligence artificielle que le Forum économique mondial a classé comme étant le logiciel de détection faciale au monde numéro 1. Ce qui lui a vraiment permis d'éviter de faire des erreurs. Pour information, c'est le même programme qui est utilisé par la Chine. Vous savez, ce système qu'ils ont en Chine où ils doivent être capables de pouvoir distinguer tous les visages, ils ont vraiment le record en fait de tous les visages. Et donc ce logiciel a été classé comme étant le numéro 1. Donc quand il voyait quelque chose de suspect, il a travaillé avec ce logiciel, comme par exemple pour cette fameuse photo de mariage. Il a donc utilisé le logiciel et il a dit « Ok, je crois que ce gars-là, il ressemble à ce gars, mais on va faire le test avec le logiciel. » Et il se trouve que le cousin et l'homme sur la photo sont 2 personnes différentes. Raison pour laquelle il n'a pas suivi cette théorie. Il ne s'est donc pas basé uniquement sur son instinct, sur son ressenti personnel, mais il a vraiment fait bon usage de ce logiciel qui lui donnait des réponses précises. Et nous parlerons davantage de ça quand je ferai mon interview avec lui. Mais sachez en tout cas que le logiciel qu'il utilise a la bénédiction du Forum économique mondial. Et je pense que désormais nous avons tous bien compris que ce forum est plutôt diabolique et qu'ils veulent tous nous avoir. Ils veulent clairement être en mesure de pouvoir tous nous identifier. J'ai dû tester moi-même le logiciel personnellement pour pouvoir y croire, c'est incroyable. Vous prenez une femme par exemple, une photo d'elle quand elle a 6 ans et elle peut avoir genre 20 opérations de chirurgie esthétique et pourtant le logiciel réussira toujours à déterminer que non, c'est vraiment son visage. Il pourra identifier que c'est la même personne que sur la photo à 6 ans. Franchement, j'ai jamais rien vu de tel. Je vous avoue que ça me terrifie un peu sur notre avenir, sur l'intelligence artificielle en général, mais de toute évidence pour les besoins de son enquête, ça lui a vraiment permis de faire du tri dans les informations. Et dans mon esprit, en voyant cette technologie, il n'y a vraiment plus aucun doute sur le fait que Jean-Michel Trogneux soit Brigitte Macron. La seule question qui demeure pour moi, c'est qu'est-il arrivé à sa sœur Brigitte Trogneux? Et bien entendu, nous allons venir à ces détails. Comme je l'ai dit, je voulais pas trop vous spoiler avec voilà toutes les infos avant d'avoir l'interview où je vais m'asseoir avec Xavier Poussard. Mais il y a tellement encore d'informations à déballer, comme notamment la connexion qu'il a avec la famille Rothschild, tous ces jobs qu'il a eu alors qu'il les méritait pas du tout. Je parle d'Emmanuel. Et comme je l'ai dit, nous allons y arriver à tous ces détails. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.